Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 1. Amalricus, le sire et le loup, épisode 17. Nadia ouvrit le cahier sur la première page. Machinalement, elle se racla la gorge et commença à lire. D'aussi loin que porte ma mémoire, j'ai éprouvé pour ce monde que Dieu nous a donné une bien étrange fascination. J'ai voulu en connaître les secrets, en savoir les vérités, en visiter l'horizon. Peut-être est-ce cela qui a guidé mes pas vers ces vieux ermites que mon père disait folles. Ils vivaient près d'un lac, avec pauvre toit, dormant à même le sol. Un jour de mes 7 ans, je me suis risqué en leur domaine, avec les entrailles emplies de peur. Ils m'ont souri et m'ont reçu avec bonne humeur. C'étaient des hommes étranges qui avaient visité ces horizons par moi tant désirés. Pendant des heures, pendant des jours, leur voyage ils m'ont conté. Amusés par ma volonté de savoir, l'écriture ils m'ont donné. Pendant 6 années, comme l'un des leurs, ils m'ont traité. Ils ont mis en moi le savoir d'un clerc en me laissant la liberté du guerrier. Ils ont coulé en moi le courage d'entamer ce grand voyage qui a changé ma vie, qui aujourd'hui assurera ma survie. Je mets sur ceux du monde du four toutes les forces positives du hack. Nadia releva la tête du cahier et prit un air professoral. Moll a mis à côté de la traduction de ce texte toutes des annotations qui m'apparaissent pertinentes. Près du lac, un peu plus loin, se dressait jusqu'à la Révolution l'abbaye de Mont-Saint-Marie. Moll affirme qu'elle a pour origine un ermitage dont on a la trace vers l'an 900 et qui se nommait le Mont du Four. Il explique également que l'écriture est la même que celle de la lettre signée Amalricus et que cela expliquerait que ce noble ait su écrire à une époque où peu de gens apprenaient à écrire. Mais la traduction du second parchemin est encore plus intéressante. Le destin a voulu que je n'aie que 3 parchemins au moment où les villes m'ont ici mûri. Il me faut choisir avec discernement ceux qui, par ma plume, vont être salués. Pour ce premier lieu, je ne nommerai pas mon créancier, car les légendes on ne nomme pas. Que soient remerciés et salués ceux qui m'ont appris ce qui me protège du trépas. Ceux qui, je sais, seront encore là le jour où les villes ouvriront, le jour où les villes sauront que le diable n'est pas le pire fripon. Aujourd'hui, je lis ma vie à ces murs. Libre je serai à leur ouverture, comme enchaîné quand ils seront clos, attendant ma vengeance dans cet étrange repos. Nadia fit un silence. D'après Moll, c'est en fait le premier des 3 textes, mais là, il n'a fait aucun commentaire. Au niveau de « Aujourd'hui je lis ma vie à ces murs », il l'a entouré et marqué dans la marge « Est-ce une simple image ?» Cela n'a absolument aucun sens, s'exclama Sénécha. Y a-t-il autre chose ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Laissez-moi 1 heure. Rosen supportait assez bien l'attente. On ne pouvait pas en dire autant de Sénécha qui tournait comme un fou dans la pièce. L'Odesse, pour sa part, regardait par la fenêtre. L'orage s'était éloigné, mais la pluie n'avait pas cessé. Nadia avait trouvé refuge dans son bureau pour étudier plus tranquillement le cahier. Elle avait demandé 1 heure, cela faisait presque 2 lorsqu'elle revint enfin. C'est incroyable, lança-t-elle avant même d'avoir franchi la porte. C'est à croire qu'Amalricus a fait des siennes tout au long du dernier millénaire. Vu le nombre de documents réunis par Moll, il ne peut plus s'agir d'une coïncidence. Elle s'approcha des 3 hommes qui s'étaient rejoints au centre de la pièce. Il y en a de tous les siècles.
Mais hormis en 1905 et aujourd'hui, tous ces produits soit à proximité de la Tour du Diable, soit vers le puits. Et il y en a un qui est très intéressant. En 1650, Pierre Simard, qui fut un grand inquisiteur de la région, est venu ici à la demande des occupants. La Tour du Diable venait d'être réparée et on y avait placé des hommes pour surveiller la route de Pontarlier. Un matin, lors de la relève, tous avaient été tués. Pourtant, la porte de la tour n'avait pas été ouverte, le château n'avait pas été visité. On a vu là l'œuvre du malin et donc fait appel à Pierre Simard. D'après les documents réunis par Moll, l'homme est venu ici 15 jours. Il a tenu à dormir dans la tour. Rien ne nous précise ce qu'il y a vu ou ce qu'il s'y est passé, mais Moll a trouvé un courrier de Pierre Simard à son supérieur dans lequel il écrit « Ajout, le malin a reculé. J'ai trouvé l'entrée de son antre, les restes d'un tunnel devant mener aux enfers. J'ai fait mon devoir. » Cette fois, fit calmement Rosen, il n'y a plus de doute. Il faut en avoir le cœur net et ouvrir ce passage. Tous s'acquiescèrent. L'atmosphère était pesante. Flavien, Paul, Jacques et Nadia avaient quitté le QG, traversé le ravin, s'étaient engagés dans le tunnel jusqu'à la pièce où s'ouvrait le puits, puis étaient descendus dans ce dernier jusqu'à la plateforme, puis avaient rejoint le tombeau sans prononcer la moindre parole, ni le moindre son. Ils s'étaient immobilisés devant la paroi où on devinait l'ancienne porte et étaient demeurés 30 secondes à la contempler dans un silence gêné. Nadia frappa la première. Sa pioche s'abattit sans la moindre compassion contre le mur. Une pierre gicla brisée en 3 morceaux. Il y eut un cri, pareil à un cri de douleur. Les 4 amis se regardèrent interdits. Une vague de peur fut lisible dans leurs yeux. « C'est sans doute le vent », affirma Nadia. « Sûrement », reprirent en chœur les 3 autres. Pourtant, ils restèrent un moment sans bouger, attentifs au moindre son. Et c'est Nadia qui, une fois de plus, prit l'initiative. « Bon, on ne va pas dormir ici !» Elle leva son outil, frappa de nouveau au mur. Les autres lui emboîtèrent le pas. Lorsque le passage fut libéré, un amas de terre et de cailloux coula aux pieds des 4 amis. Flavien porta la main à sa bouche d'un air dégoûté. Ses yeux fixaient quelque chose qu'ils avaient été le premier à voir. Les autres suivirent son regard. Une main en piteux état, un pied coupé au niveau de la cheville et une tête à moitié décomposée traînaient au milieu du tas. En découvrant la main, Paul pensa à son neveu. Il fut pris d'une nausée incontrôlable et quitta les lieux. Nadia lui emboîta le pas. Il courait dans le petit tunnel qui rejoignait la plateforme. Il eut du mal à s'arrêter en découvrant que cette dernière n'était plus en place. Quelques cailloux projetés par ses souliers firent le grand saut, avec pour toute raison funèbre le plouf qu'ils produisirent eux-mêmes en touchant l'eau. Paul leva les yeux pour apercevoir la sortie du puits. Il ne trouva qu'une voûte sombre, comme si ce dernier n'avait jamais existé. La voix de Nadia l'interpella. Il fit volte-face, mais se trouva nez à nez avec un homme, grand, habillé d'une robe de bure, dont la capuche tirée sur la tête dissimulait le visage. « Vois la vérité et renonce à m'affronter. » Il fit un geste de la main. Il y eut un bruit dans le dos de Paul. Il se retourna. À la place du précipice, le tunnel maintenant se prolongeait. Le moine avait disparu. L'Odesse hésita, puis s'y engagea avec prudence. Tout devint étrangement sombre. Ce qui l'entourait se mit à tourner. Paul était dans une salle qu'il savait appartenir au fort de Joux. La pièce était assez vaste, mais ne possédait qu'une toute petite ouverture d'où fusait l'air glacial d'une nuit d'hiver. À l'opposé se trouvait une grande cheminée dans laquelle brûlait un feu. Entre les deux se dressait une table massive sur laquelle reposaient de nombreux mets et quelques bougies dont les flammes vacillantes éclairaient à peine quelques centimètres autour. Paul était seul dans la pièce. Il avait l'impression d'y flotter, un peu comme s'il n'était là qu'en spectateur.
Bientôt, des bruits de pas et des rires résonnèrent, et plusieurs personnes entrèrent. Il y eut d'abord une jeune femme blonde, au sourire charmeur, mais aux formes légèrement trop prononcées, qui vint s'asseoir à un bout de la table. Puis, ensuite, plusieurs hommes armés qui prirent place autour d'elle. Quand tous furent installés, l'un d'eux, un grand aux cheveux bruns et au visage mince dont les yeux bruns luisaient, se leva et d'une voix tonitruante annonça « Messieurs, mesdames !» Il se tourna vers la jeune femme et lui adressa un large sourire galant. « Mon frère, Amaldricus de Miroaltom, seigneur de ce château et des joues environnantes. » La porte s'ouvrit à nouveau et le sosie exact de l'homme qui venait de s'exprimer entra dans la pièce. Rien ne les différenciait, si ce n'est que le nouvel arrivant avait les yeux d'un vert profond. Il se dirigea vers la dame dont il baisa la main, puis regagna l'autre bout de la table. Il fit signe à tous les convives qui s'étaient levés à son entrée de s'asseoir. À son tour, il prit place. Un silence lourd tomba sur la pièce. Puis Amaldricus, relevant les yeux, s'adressa à son sosie. « Alors, mon frère, comment vous portez-vous aujourd'hui ?»« Fort bien, seigneur. »« Vous me mentez, Warin. N'oubliez pas que nous sommes jumeaux. Je vous sens en moi comme une ombre permanente. Je vous connais aussi bien que je me connais, et je sais lire dans vos hésitations. Alors, qu'y a-t-il » Warin demeura interdit. Il y eut un léger flottement. « Je suis allé sur vos terres aujourd'hui pour y chasser le sanglier, puisque, à Joux, il n'est plus de bon ton de tuer le loup. » Il regarda l'assistance d'un air contrarié pour y chercher un appui qui ne vint pas, et presque déçu, se retourna vers son frère avant de poursuivre. « Je me suis arrêté chez l'un de vos serfs pour permettre à mon cheval de se désaltérer, et voilà ce que j'y ai trouvé. » Il se leva et sortit de sous sa chemise un objet qu'il jeta violemment sur la table. Il s'agissait d'une rose rouge séchée à la tige de laquelle on avait attaché une ortie. Un lourd silence pesa à nouveau sur la pièce jusqu'à ce que Warin reprenne. « Ces gueux, monseigneur, vous sont encore hostiles, à vous, à votre alchimie et à votre loup qu'ils craignent comme la mort. Ils se souviennent de la façon dont vous les avez traités à votre retour, de ceux que vous avez enlevés pour creuser ce lieu où on prétend que vous dialoguez avec le diable. Vous et moi savons très bien la signification de cette rose. Beaucoup pensent que vous avez signé un pacte avec le malin et que cette babiole les protégera. Mais craignez qu'un jour, ils se révoltent. »« Allons, reprit Amaldricus. Que voulez-vous que ces gueux, comme vous les appelez, nous fassent ? Qu'ils s'attaquent au château ? S'ils me craignent autant que vous le dites, pensez-vous vraiment qu'ils oseront monter jusqu'ici ? Quant aux travaux que je leur ai imposés, c'était il y a 10 longues années. Ont-ils si bonne mémoire pour m'en vouloir encore ? Ils l'ont, seigneur, je vous l'assure, et votre alchimie, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. J'apprends les secrets du hack. Je suis encore bien loin de maîtriser. Faute de temps. Parler d'alchimie serait un raccourci, et mon activité est bien innocente. Innocente ? Vous plaisantez, mon frère. Vous savez fort bien que ces pratiques sont condamnées par notre mère l'Église. L'Église condamne tout ce qu'elle n'enseigne pas, et elle enseigne si peu de choses que cela serait crime de rejeter tant de savoir. Mais vous blasphémez, mon frère. Il n'en est rien. Oubliez-vous que les ermites du Mont du Four, qui sont des religieux, sont ceux qui m'ont donné le premier savoir, l'écriture, la lecture et la curiosité d'aller plus loin. Certes. Je me demande d'ailleurs à quoi peuvent être utiles de telles fantaisies à des nobles de notre rang. Ces connaissances dont vous êtes si fiers n'ont servi qu'à vous pousser à partir à l'autre bout du monde, à être absent pendant plusieurs années, ce qui a tant fait souffrir notre père. Ce qui vous a fait souffrir, vous, Warin, c'est que je sois revenu pour prendre la place qui me revenait, vous condamnant ainsi à un second rôle. De quoi cherchez-vous à m'accuser ? Warin s'était dressé d'un bond. Les autres convives observaient la scène sans bouger. Amaldricus imita son frère. La jeune femme intervint. « Messieurs, pensez-vous vraiment que votre comportement soit digne d'une fratrie aussi proche que la vôtre ? Souffrez que nous puissions terminer ce repas en paix et oublier ces querelles vaines qui vous dressent l'un contre l'autre sans réelle raison. » Elle se tourna vers Warin. « Mon frère, ne croyez pas que mon époux cherchait à nuire à votre honneur en accusant votre honnêteté. Ce ne sont en sa bouche que quelques mots égarés. » Puis elle regarda Amaldricus en abordant un superbe sourire. « De grâce, mon époux, au nom de votre enfant que je porte en moi, cessez ces allusions qui ne sont que mensonges. » Le maître des lieux se détendit. Il sourit. « Clémence, j'ai peut-être le savoir, mais vous avez la sagesse. Si un jour je venais à vous perdre, j'aurais recours à toutes les forces du hack pour vous ramener à moi. » Il jeta un regard malin à son frère, même à celle que l'Église condamne.
Si un jour je venais à vous perdre, j'aurais recours à toutes les forces du Hack pour vous ramener à moi. Si un jour je venais à vous perdre, j'aurais recours à toutes les forces du Hack pour vous ramener à moi. Paul, vous voulez me ramener à vous? Paul, réveillez-vous. Lodès ouvrit les yeux. Il était allongé dans le tombeau. Nadia était penchée sur lui. Vous allez mieux? Que s'est-il passé? On a retrouvé des restes humains, sans doute les victimes de cet hiver, en ouvrant le mur. À leur vue, vous avez eu un malaise. Il y eut un bruit sourd, puis un juron. Où sont les deux autres? Demanda Lodès en se redressant sur ses coudes. Vous ne les entendez pas? Ils ont continué à creuser. Il y a combien de temps que... Pas tout à fait 1 heure. Paul regarda vers la porte, qui maintenant livrait un vrai passage. Le commissaire en sortit quelques secondes plus tard et apparut satisfait de voir que Paul était revenu à lui. « Alors ?» demanda Nadia. « Qu'y a-t-il là-bas » Il y a une petite cavité qui était intacte à peu près à 2 mètres, mais après ce sont de gros rochers. Même si l'on devine assez aisément les contours du tunnel, je ne pense pas qu'il soit possible de continuer. Ce n'était pas un coup pour rien. On a retrouvé les restes des victimes de cet hiver. Cette fois, plus de doute aussi irrationnel que cela puisse paraître, nous sommes sur la bonne voie. Il reste une question. Puisque le tunnel est bouché tout du long par des éboulis, comment a-t-il fait pour mettre là les restes des cadavres? Nadia demeura interdite. Elle regarda sa montre. « Il est tard, dit-elle. Rentrons dormir. Demain, je reviendrai faire des essais avec l'appareil à résonance. Peut-être nous apportera-t-il la solution. » Flavien apparut à son tour, visiblement exténué. « J'arrête là pour aujourd'hui. » Le ton qu'il employa, la terre sur son visage et ses 2 yeux de chien battus lui donnèrent un air comique qui détendit l'atmosphère. « C'est cela. Allons nous coucher, lança Rosen, presque en riant. « Attendez, il faut que je vous raconte quelque chose, coupa Paul, qui avait gardé tout son sérieux. Quand suivre